Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Pensez également à devenir membre YouTube, à soutenir l'émission sur Patreon ou à faire un petit don en utilisant le lien dans la description. Sans plus tarder, permettez-moi d'accueillir notre invité de ce soir, le professeur Mohammad Marandi. Le professeur Marandi enseigne à l'université de Téhéran, en Iran. Professeur Marandi, bienvenue à nouveau dans India and Global Left. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir d'être dans votre émission. Si je ne me trompe pas, vous faisiez partie de la délégation iranienne à Islamabad pour le premier cycle de discussion avec les représentants américains. Pourriez-vous nous parler de votre expérience au sein de cette délégation et expliquer pourquoi les négociations ont échoué? Eh bien, dès le tout début, lorsque nous avons quitté l'Iran, Téhéran, à l'aéroport, dans l'avion et à notre arrivée à l'hôtel, tous ceux avec qui j'ai parlé au sein de la délégation étaient sceptiques. Ils ne croyaient pas qu'il y avait beaucoup de chances d'aboutir à un accord. La raison en était les expériences passées avec les États-Unis. Avant la guerre de 12 jours, nous avions négocié, mais ils complotaient pour lancer une guerre. Puis avant cette guerre, nous négocions à nouveau. Le ministre omanais des Affaires étrangères avait dit qu'il y avait eu des progrès significatifs. Et ensuite, ils ont déclenché la guerre. Les Iraniens étaient donc méfiants. Bien sûr, les forces armées iraniennes se préparaient à la guerre, tout comme avant la guerre de 12 jours et celle-ci. Je veux dire, ce mythe persistant selon lequel l'Iran aurait été pris au dépourvu, ce n'est pas vrai. À l'époque, l'Iran savait que quelque chose se préparait. Il ne savait pas exactement quel jour ni à quelle heure, mais il s'attendait à davantage. Peut-être qu'ils ont été pris au dépourvu le premier jour, dans le sens où ils ont mal évalué ce qui serait visé et à quel moment, mais ils savaient que quelque chose allait se produire. Quoi qu'il en soit, cette fois-ci, les forces armées iraniennes travaillent bien sûr jour et nuit pour se préparer à la prochaine phase d'une guerre potentielle, que je considère comme très probable. Ainsi, lorsqu'ils s'y sont rendus et ont entamé les négociations et que les pourparlers ont échoué, personne n'a été surpris. Au cours des discussions, l'ambiance était au départ plutôt positive et est restée plus ou moins positive tout au long de la journée. Mais ensuite, vers la fin des négociations du premier jour, les Américains ont soudainement changé de position et adopté une attitude très intransigeante, ce qui a été surprenant dans la mesure où ce revirement a été si brusque. Non pas parce que l'Iran avait des attentes particulières au préalable, comme je l'ai dit. Et puis, soudainement, Vance, en pleine nuit, alors même que les discussions devaient reprendre le matin, est parti. Il a diffusé cette histoire à propos d'une arme merveilleuse, ce qui est faux. Nous le savons grâce à Joe Kent et à sa lettre de démission, un officier du contre-espionnage de tout premier rang, en fait le plus haut gradé aux États-Unis. Il a déclaré que l'Iran ne cherchait pas à se doter d'une arme nucléaire. Puis Vance a dit « Eh bien, l'Iran n'a pas accepté nos exigences, donc nous partons. » Bien sûr, les États-Unis n'ont pas gagné la guerre et ils ne peuvent pas s'attendre à ce que l'Iran accepte les exigences américaines. Ce qu'ils n'ont pas réussi à obtenir par la guerre, ils ne pourront certainement pas l'obtenir à la table des négociations. Ce qui était intéressant, c'est que pendant les négociations, la partie iranienne n'a jamais appelé Téhéran une seule fois. Le principal négociateur, le président du Parlement, le Dr Kalibaf, avait eu une longue conversation préalable avec le dirigeant, l'ayatollah Seyed Mojtaba Khamenei, puis était venu préparer pour négocier avec son équipe.
Mais Vance était bien sûr entouré de deux partisans d'Israël, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche, Witkoff et Kushner. Plus important encore, il passait sans cesse des coups de téléphone, et il était évident qu'il n'avait aucune autorité. Toute l'affaire n'était qu'une mascarade. L'une des personnes qu'il a appelées, et elles étaient toutes pro-israéliennes, était Netanyahou. Et Netanyahou a bien dit cela. Il a déclaré que Vance lui rendrait des comptes, ce que j'ai trouvé assez surprenant, que le premier ministre de cette petite colonie insignifiante dise que le vice-président des États-Unis lui rend des comptes. Mais j'imagine que dire la vérité de temps en temps est inévitable. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est pour cela que les négociations ont échoué. Parce que le lobby sioniste et le régime israélien voulaient qu'elles échouent. On peut également tirer la même conclusion à partir de Joe Kent, qui a dit que cette guerre est née des intérêts du lobby sioniste et du régime israélien. Il a déclaré à de nombreuses reprises que cette guerre n'est pas dans l'intérêt des États-Unis. Donc, on peut aussi en conclure que ces négociations devaient échouer pour les mêmes raisons. Il n'y a rien de nouveau ici. Mais, vous savez, tout comme avant la guerre de 12 jours et avant cette guerre, la guerre du Ramadan, la guerre d'environ 40 jours, dans cette perspective de la guerre, les Iraniens se sont rendus à la table des négociations à 3 reprises. La guerre de 12 jours, cette guerre, et maintenant, pour 2 raisons. La première est de voir s'il peut y avoir une solution raisonnable. Évidemment, c'est une question, même si, à chaque fois, ils étaient très sceptiques. Mais on essaye toujours de voir si quelque chose est possible. Peut-être qu'à un moment donné, Trump décidera qu'il a vraiment besoin d'une porte de sortie afin que vous puissiez offrir cette opportunité. Mais la principale raison était que l'Iran voulait que la communauté internationale et le peuple iranien voient que nous étions disposés à résoudre cette crise. Si nous n'y étions pas allés, alors certaines personnes, vous savez, dans les médias occidentaux contrôlés par la classe Epstein, auraient essayé de rejeter la faute sur l'Iran, même si c'était eux qui avaient commencé l'agression, le meurtre et la destruction. Ils auraient dit, eh bien, si l'Iran avait négocié, cela aurait pu être évité. Donc, afin d'empêcher ce récit d'émerger, l'Iran a participé aux 3 occasions. Et je pense que cela a eu un effet énorme, parce que je crois que vous aussi remarquez, et que les gens ailleurs remarquent, qu'à travers le monde, l'opinion publique soutient l'Iran et l'axe de la résistance. Et l'opinion publique s'est retournée contre les États-Unis, leurs alliés, leurs mandataires et le régime sioniste. C'est extraordinaire, car depuis 47 ans, le discours anti-iranien a toujours été très dominant, très efficace, et maintenant, tout cela s'effondre. Je t'ai déjà donné cet exemple, je crois, du livre Going to Tehran, si je ne me trompe pas. J'ai dit que c'est un bon livre à lire écrit par Flint et Hillary Leverett. Ils traitent de leur expérience en tant que hauts responsables de la Maison-Blanche. Ils étaient de hauts fonctionnaires au Conseil de sécurité nationale des États-Unis. Lorsqu'ils ont écrit Going to Tehran, ils ont été attaqués de toutes parts par la classe politique américaine. Mais maintenant, je pense qu'il devient clair qu'ils ont été complètement disculpés. Si les analystes américains avaient lu leurs livres et réfléchi, si, au lieu d'écouter les sionistes, ils avaient été objectifs quant à ce que dit le livre et quant à l'histoire passée des relations entre les États-Unis et l'Iran, nous ne serions pas dans cette situation. L'opinion publique à l'époque, aux États-Unis et dans le monde entier, était très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Donc je pense que le fait que l'Iran soit allé à la table des négociations est un point positif. Mais au bout du compte, et je dépasse un peu les questions, cette guerre n'est pas terminée et nous atteignons un moment très critique dans les jours et les semaines à venir.
in the coming days and weeks. I was really struck by the J'ai été vraiment frappé par le contraste entre les délégations et la manière dont elles se sont comportées. Du côté iranien, nous avions le Dr Galibov, le Dr Araksi et d'autres, des titulaires de doctorat, des personnes qui connaissent non seulement leur propre pays, mais aussi des cultures du monde entier. Et puis, de l'autre côté, Kushner, Witkoff, des héritiers de l'immobilier, des types mafieux, des escrocs, des capital risqueurs, J.D. Vance et ainsi de suite. Et comme tu l'as dit, ils n'avaient pas l'autorité. Je veux dire, J.D. Vance, dans une interview à la presse, a dit à l'un de ses journalistes triés sur le volet que nous sommes constamment en train de... Parce que la question était, avez-vous parlé au président Trump pendant l'entretien? Bien sûr, tu vois, le genre de question obséquieuse. Mais J.D. Vance a déclaré qu'ils sont constamment en contact avec le président Trump, tout comme le secrétaire Pompeo et Pete Hegseth, entre autres. Il a également mentionné Scott Bessent. Bien sûr, il n'a pas mentionné Netanyahou, ni peut-être même Lindsey Graham et d'autres sionistes. Mais ce que j'essaie de souligner ici, c'est à quel point les représentants des États-Unis étaient impuissants, ou à quel point ils ne représentaient pas réellement le peuple, et à quel point ils étaient ignorants. J'en parle parce que la propagande, depuis des années et des décennies, prétend que les Américains sont bien éduqués et connaissent le monde, ce qui est faux. Et ensuite, ils affirment être une démocratie représentative. Mais si vous êtes vraiment représentatif, alors vous devriez détenir le pouvoir, ce qui, de toute évidence, n'est pas le cas. Yes, the three men on the Iranian side. Oui, les trois hommes du côté iranien étaient tous titulaires d'un doctorat. Le docteur Galibov, qui était également général, il a été commandant pendant la guerre, possède un doctorat et est professeur associé à l'université de Téhéran. Le docteur Araksi, le ministre des Affaires étrangères, a lui aussi un doctorat. Et le docteur Hadi Bagheri, qui a dirigé les négociations nucléaires il y a 4 ans, est le vice-président du Conseil suprême de sécurité nationale et le vice-ministre chargé des relations internationales. Lui aussi détient un doctorat et enseigne dans une université à Téhéran. Voilà pour le côté iranien. Et l'autre côté est bien sûr, comme vous l'avez souligné. Et puis la délégation iranienne, lorsqu'elle discutait entre elles, avait ses experts dans la pièce voisine pour les consulter. Mais les Américains, même s'ils avaient, d'après ce que je comprends, une délégation bien plus importante que celle des Iraniens, le chef de la délégation, le vice-président des États-Unis, n'avait absolument aucune autorité. Et encore une fois, quand Netanyahou dit « il me rendait compte », on pourrait s'attendre à une indignation générale dans les médias occidentaux face à un tel langage. Mais ce n'est même pas mentionné dans les médias occidentaux, parce que l'ensemble des grands médias occidentaux est contrôlé par la classe Epstein, contrôlé par l'oligarchie sioniste. De toute évidence, les Américains ordinaires ne vont pas être nourris de tout cela. Et les gens du monde entier qui perdent leur temps à regarder CNN non plus. Parce que même les opposants à Trump au sein de la classe dirigeante, qu'il s'agisse des propriétaires du Guardian, du New York Times ou d'autres médias, quand il s'agit de l'Empire, ils sont tous dans le même bateau. Ils vont tous s'en prendre à l'Iran. Ils vont tous essayer de blâmer l'Iran. Ils peuvent attaquer Trump. Ils peuvent dire qu'il a gâché la guerre, qu'il a fait un travail terrible, qu'il s'est trompé dans ses calculs. Mais ils continueront à faire leur travail de diabolisation de l'Iran. Vous savez, toute cette histoire de dizaines de milliers de manifestants pacifiques massacrés dans les rues, c'était une pure fausse nouvelle. Tout cela était promu par les médias occidentaux dans leur ensemble pour préparer la guerre. Tu vois tout ça? Tu sais, alors que Beyrouth et le Liban sont bombardés chaque jour,
Ils y commettent un génocide et un nettoyage ethnique. Est-ce que quelqu'un voit les médias occidentaux s'indigner? Bien sûr que non. Chaque jour, ils massacrent des Palestiniens à Gaza. Voyons-nous une quelconque indignation en Occident? Non, ils détournent le regard. Alors quand Netanyahou dit les choses les plus scandaleuses sur le vice-président américain, je crois qu'il a dit qu'il lui rendait compte sans cesse, constamment. Il ne faut pas s'attendre à ce que les médias occidentaux le soulignent, parce que c'est lui le patron. Encore une fois, pour revenir à ce que Joe Kent a dit, je me réfère souvent à Joe Kent, non pas parce qu'il a révélé quelque chose que toi, moi, ou tes spectateurs ne savions pas déjà, nous le savons tous depuis des années, mais le fait que cela vienne de l'intérieur du système, d'un responsable aussi haut placé, je pense que cela prouve essentiellement notre point. Les médias occidentaux ont également tout fait pour dissimuler les crimes de leur classe à Minab. Je voulais vous demander, puisque vous avez déjà fait partie de délégations auparavant, avant ou pendant le JCPOA, quelle était l'ambiance cette fois-ci? J'ai lu un rapport indiquant que sur le vol qu'a pris la délégation figuraient les noms des jeunes filles qui ont été martyrisées ou tuées à Minab. Bien sûr, les médias occidentaux ont tenté de cacher ces crimes et le sentiment qu'ils ont suscité. Ma question, professeur, est la suivante. Quel était l'état d'esprit que la délégation a emporté avec elle? Car depuis un certain temps, on entend dire que les délégations iraniennes sont trop conciliantes, qu'elles sont parfois trop bienveillantes, qu'elles ne considèrent pas l'autre camp comme un ennemi. Quelle était l'ambiance cette fois-ci? Et quelque chose a-t-il changé? En général, eh bien, vous avez raison. Contrairement à la propagande occidentale, selon laquelle ils sont civilisés et nous ne le sommes pas, nos diplomates et nos délégations sont, comme notre propre peuple, bien plus civilisés qu'eux et bien plus polis. Beaucoup considèrent cela comme un défaut. C'est discutable, certes, mais c'est un fait. Vous avez tout à fait raison. La délégation et le vol eux-mêmes ont été officieusement, ou peut-être officiellement, nommés Minab 168, en mémoire des enfants massacrés, les 168 petits écoliers qui ont été intentionnellement tués par les Américains. Je n'ai aucun doute, et les Iraniens non plus, que c'était la première vague d'attaque. Ils ont eu des mois, voire des années, pour vérifier la cible, et toutes les cibles de cette première vague ont été soigneusement choisies. Dans les semaines suivantes, pendant une guerre, si quelqu'un dit « il nous faut une nouvelle cible » et qu'un officier se précipite pour en trouver une et commet une erreur, c'est plausible. Mais dans ce cas, non, ce ne l'est pas. C'était une école connue. Elle figure sur toutes les cartes et sur toutes les applications. Et bien sûr, beaucoup des enfants étaient les fils et filles d'officiers militaires. On pense que ces enfants ont été visés spécifiquement pour donner une leçon à l'armée iranienne. Et bien sûr, il n'y a pas eu que les 168 enfants tués dans cette école. Il y a aussi eu leurs enseignants, le personnel scolaire et de nombreux autres enfants et personnes à travers le pays. Eux aussi ont été assassinés pendant ces 40 jours. Mais c'était symbolique, et je pense que c'était aussi un rappel à la délégation elle-même qu'elle avait la responsabilité de défendre ses enfants, de protéger le pays et de ne pas permettre aux États-Unis ou au régime sioniste de tirer profit de leurs crimes. Un point important, à mon avis, est que la seule raison pour laquelle les États-Unis ont accepté un cessez-le-feu était qu'ils avaient accepté le plan en 10 points de l'Iran comme cadre. Même si, plus tard, selon la porte-parole de la Maison-Blanche, ils ont déclaré l'avoir jeté à la poubelle. Cela montre que les États-Unis sont totalement peu fiables. Mais lorsqu'ils l'ont accepté au départ, je pense que c'était le signe qu'ils reconnaissaient avoir perdu la guerre. Ce sont eux qui cherchaient un cessez-le-feu, tout comme pendant la guerre de 12 jours.
Ce n'était pas l'Iran qui le demandait. Ainsi, la délégation savait qu'elle avait l'avantage, militairement et bien sûr, moralement. Et c'est essentiellement pour cette raison que les États-Unis se sont retirés. Comme le font les empires, ils ont formulé des exigences. Et ces exigences n'allaient pas être satisfaites. Et l'une des choses à propos des États-Unis, et c'est quelque chose que je crois que certains négociateurs iraniens ont mal évalué par le passé, surtout pendant les années Rouhani, c'est que lorsque vous parlez avec des Américains et que vous offrez des concessions par bonne volonté pour résoudre un problème, ils ne le perçoivent pas ainsi. Ils y voient un signe de faiblesse. Ainsi, par le passé, chaque fois que les Iraniens ont proposé des concessions comme geste de bonne volonté, les Américains ont redoublé de fermeté. Je pense que peu à peu, les Iraniens comprennent mieux la réalité des États-Unis et que négocier avec l'Empire doit se faire autrement. Quoi qu'il en soit, pour le moment, nous en sommes là. Mais la guerre continue. Ils massacrent des gens au Liban. Le Liban faisait partie du cessez-le-feu. Et puis le Premier ministre pakistanais l'a dit explicitement. Mais deux choses se sont produites. La première, c'est que Netanyahou s'y est opposé, tout comme il a saboté les négociations, il a saboté le cessez-le-feu. Et encore une fois, cela montre qui est aux commandes. Ce n'est certainement pas Trump. Comme l'a dit Tucker Carlson, c'est un esclave, mais un esclave qui reste responsable de ses actes criminels. Netanyahou l'a saboté, mais le Premier ministre libanais aussi. Et c'est l'un des aspects intéressants. Le Premier ministre libanais aurait pu obtenir un cessez-le-feu sans en payer le prix politique, et il aurait pu sauver la vie de nombreux citoyens libanais. Mais il a choisi de ne pas le faire, parce qu'il collaborait avec Netanyahou et Trump. Il a donc contribué à saper le cessez-le-feu au Liban en déclarant que non. Ils allaient mener leurs propres négociations directes avec le régime israélien, ce qui serait une première, et qu'ils voulaient une normalisation. Et bien sûr, cela provoque un énorme tollé au Liban, et cela a également entraîné la mort de nombreux Libanais. Mais ce qu'a fait l'Iran en réponse, beaucoup de gens, je pense, disaient « Eh bien, pourquoi l'Iran a-t-il accepté le cessez-le-feu » En réalité, l'Iran n'a pas accepté le cessez-le-feu de la manière dont il devait être appliqué. En raison de ce qui se passait au Liban, l'Iran a empêché la normalisation partielle du commerce. Ainsi, jusqu'à ce que le blocus américain soit mis en place hier, le statut du détroit d'Ormuz est resté le même qu'il était pendant la guerre. Et cela, je pense, est essentiel. Parce que je suis sûr que vous avez reçu sur votre émission des économistes qui en savent bien plus que moi et qui ont discuté des implications de la crise énergétique, de la crise des engrais, de la crise du carburant, de la crise pétrochimique, et ainsi de suite. Cela va avoir des conséquences bien plus importantes dans un avenir proche. Ainsi, l'Iran continue d'exercer une pression énorme sur Trump. Et c'est essentiellement pour cela que Trump a accepté de pousser à un cessez-le-feu au départ, à cause du détroit d'Ormuz. En poursuivant le génocide à Gaza, au Liban, car il y a maintenant un génocide en cours au Liban, les gens doivent se réveiller. L'élan que nous avons vu l'année dernière, lorsque des gens étaient dans les rues partout dans le monde, doit être rapidement ravivé. Ils massacrent à Gaza et ils massacrent encore plus au Liban en procédant à un nettoyage ethnique du pays. La raison pour laquelle le transport maritime à travers le détroit d'Ormuz a de nouveau été pratiquement interrompu, c'est à cause de Netanyahou. Donc Netanyahou, l'alliance sioniste Netanyahou-Trump, est responsable de ce qui arrive. Et si cela continue, surtout avec le blocus américain sur le détroit d'Ormuz, cela va conduire à l'effondrement de l'économie mondiale. Je pense que nous nous dirigeons vers une récession très très douloureuse qui mènera rapidement à une dépression. Does
L'Iran entretient-il des liens diplomatiques ou d'autres relations avec Nawaf Salam et le gouvernement de Joséphine à Beyrouth? Je pose la question parce que les médias traditionnels ne parlent pas des différentes strates au Liban. Ils affirment qu'il y a des discussions directes entre le Liban et Israël sur un cessez-le-feu, comme si ces interlocuteurs représentaient l'ensemble du pays. Cela est, bien sûr, négocié par Washington et les États-Unis afin de dissocier l'Iran de la question palestinienne dans son essence même. Pourriez-vous donc nous en dire un peu plus sur la relation de l'Iran avec le gouvernement de Beyrouth et nous expliquer la composition de ce groupe réactionnaire que Washington a rassemblé au nom de ses pourparlers? Eh bien, le Premier ministre libanais et le président n'ont pas été élus sur la base du soutien populaire. Ils ont été imposés au Liban sous la contrainte par les Américains et leurs mandataires régionaux, les Saoudiens, les Qataris, les Émiratis, qui sont tous, en somme, des agents des États-Unis, avec des visions du monde différentes mais restant des agents des États-Unis. Et eux, bien sûr, poussent le Liban dans la direction voulue par les États-Unis. L'opinion publique au Liban, comme les sondages l'ont toujours montré, est totalement opposée à la normalisation avec le régime israélien. Alors pourquoi le Premier ministre libanais installé par les États-Unis plaide-t-il pour des pourparlers directs, ainsi que ses collaborateurs, et bien sûr le président par extension? C'est parce qu'ils sont des agents des États-Unis. C'est aussi simple que cela. Pourquoi a-t-il sapé le cessez-le-feu? Parce qu'il voulait que la résistance et ses partisans à travers le Liban soient écrasés. Il veut voir leur ville bombardée et leur peuple massacré, car il pense que cela changera l'équilibre des forces en sa faveur. Et donc, encore une fois, comme je l'ai dit, il a sapé le cessez-le-feu sur lequel les Iraniens et les Américains s'étaient mis d'accord avec Netanyahou. Et nous en sommes là. Les Américains veulent dissocier l'Iran de la question palestinienne, car personne d'autre qu'eux et leurs alliés ne se soucient des Palestiniens. Personne d'autre. Je veux dire, si quelqu'un pense qu'Erdogan, ou, vous savez, ceux qui possèdent Al Jazeera, sont des partisans sincères de la Palestine, il se trompe lui-même. Personne ne soutient le peuple palestinien, à part les gens ordinaires à travers la région et dans le monde entier. De manière écrasante, que ce soit en Turquie, en Égypte ou en Jordanie, les cœurs des gens sont avec la Palestine partout dans le monde. Mais aucun gouvernement ne fera quoi que ce soit à ce sujet, comme nous le savons. Tous continuent leurs affaires comme d'habitude. La Turquie transporte du carburant bon marché depuis Bakou, l'Égypte importe du gaz, et la Jordanie facilite le commerce pour le régime israélien. On pourrait continuer. Les Américains font de leur mieux pour détruire le lien entre l'Iran et le Liban, et entre l'Iran et la Palestine. Je n'ai aucun doute qu'ils échoueront finalement. Et le Liban, bien que la situation soit très douloureuse maintenant, et qu'elle va devenir encore plus douloureuse dans les jours à venir, parce que les Israéliens massacrent des gens. Ils font au Liban ce qu'ils ont fait à Gaza. Et encore une fois, les médias occidentaux détournent intentionnellement le regard. Ils n'ont aucune excuse, car ils prétendaient ne rien pouvoir vérifier à Gaza en disant « Nous n'avons pas de présence ». Mais ils ont une présence au Liban. Leurs journalistes ont des fixeurs, des chauffeurs, des producteurs et tout cela. Pourtant, leurs reportages justifient essentiellement un génocide. Ils essaient de justifier un génocide en prétendant qu'il s'agit de cibles ou de bastions du Hezbollah, ce qui est faux, et ils savent que c'est faux. J'en ai parlé avec quelques-uns et ils m'ont dit « Eh bien non, nous n'avons pas utilisé ces termes dans nos rapports. Ce sont nos rédacteurs qui les ont ajoutés. Cela ne change rien. Leur nom y figure, et ils sont complices du génocide. Ils sont comme les criminels du régime nazi. Ils n'ont aucune excuse, pas plus que leurs rédacteurs. Mais les gens du monde entier voient ce qui est fait au Liban,
et j'espère que les populations exprimeront leur indignation. Car l'an dernier, la seule raison pour laquelle Trump a été contraint d'aller vers ce faux cessez-le-feu à Gaza, c'est l'immense élan qui montait dans les rues d'Europe et du monde entier. Nous verrons bien. Mais encore une fois, je pense que la question principale, le véritable champ de bataille qui déterminera le sort de tous, c'est la guerre silencieuse. Et cette guerre, c'est le détroit d'Ormuz. Chaque heure pendant laquelle ce détroit reste fermé, c'est comme une bombe à retardement qui se rapproche de l'explosion. Je pense que si Trump ne recule pas et n'accepte pas les exigences de l'Iran concernant le Liban et la souveraineté iranienne, alors le monde fera face à une catastrophe, et Trump aussi. My last question, Professor Marandi. Ma dernière question, professeur Marandi. Au fait, le FMI a publié aujourd'hui un rapport documentant les dégâts causés à l'économie mondiale. Ils ont indiqué que cela s'était déjà produit et que la croissance économique mondiale, pendant au moins un an, serait nettement inférieure à ce qu'ils avaient estimé auparavant. Je devrais également ajouter que l'impact sur le Sud global sera particulièrement préjudiciable. Mais nous en avons déjà discuté dans d'autres échanges avec des économistes. Je voulais enfin poser une question à laquelle vous ne pouvez probablement pas répondre, à savoir, que se passe-t-il dans la tête de Trump? Ou pour le dire plus précisément, pourrait-il y avoir un second cycle de discussion, étant donné que nous voyons cette idée circuler dans les médias? Trump a déclaré que la guerre avec l'Iran était sur le point de se terminer lors d'une de ses interviews sur Fox News, laissant entendre une deuxième série de négociations. L'armée américaine affirme également avoir complètement arrêté le commerce maritime entrant et sortant d'Iran, ce qui est totalement faux. J'ai suivi les données, en particulier celles sur le commerce entre l'Iran et la Chine, et ces statistiques prouvent clairement le contraire. Mais vous préparez-vous à une deuxième série de négociations et à votre deuxième visite? L'Iran se prépare à tous les scénarios. Trump veut des négociations, c'est pour cela qu'il n'arrête pas d'en parler. Souviens-toi, il disait que l'Iran suppliait pour un cessez-le-feu depuis 40 jours. Il a commencé par exiger une reddition inconditionnelle, puis il est progressivement passé à un plan en 15 points et a finalement accepté le cadre iranien, le plan en 10 points pour les négociations, ce qui montrait clairement qui gagnait vraiment et qui perdait la guerre. Et il dit que la guerre est presque terminée. Il le répète depuis le début du conflit, que c'est presque fini. Donc rien de ce que dit Trump n'a vraiment d'importance. J'ai cessé de l'écouter. Je n'écoute pas ses interviews parce que rien ne change pour moi. Tout ce qu'il dit peut changer en 2 minutes, 2 heures ou 2 jours. Ce qui compte pour l'Iran, ce sont les faits sur le terrain. Revenons au cessez-le-feu. Les États-Unis l'ont violé en n'incluant pas le Liban, à cause de Netanyahou. Téhéran a dit « Très bien, vous violez votre part du marché. Nous n'allons pas laisser ces navires qui devaient être ajoutés à la liste. Ceux qui pouvaient partir du détroit d'Ormuz. » Voici la différence entre les négociations entre l'Iran et les États-Unis. L'Iran a accordé des concessions importantes. Les Iraniens ont immédiatement rempli leur part du marché et les Américains non. Sous Obama, les Iraniens tentaient constamment de pousser les États-Unis à respecter leur part de l'accord, mais ils ne le faisaient pas. Et puis bien sûr, Trump a ensuite déchiré l'accord. Cette fois-ci, dès que les États-Unis le violent, les Iraniens disent « Ah, d'accord, vous n'allez pas faire ça. Pas de navire. » Et ils réagissent immédiatement. Et la dévastation et le massacre que nous voyons au Liban, ce qui est douloureux à regarder,
ainsi que l'indifférence des journalistes et des politiciens occidentaux sont absolument révoltants, bien sûr. Mais ce que l'Iran fait aux États-Unis, à Trump et à ses alliés à travers le détroit d'Ormuz est bien plus dévastateur. Ce n'est simplement pas quelque chose que nous verrons dans le rapport du FMI que je n'ai pas encore lu. J'imagine qu'il essaie d'atténuer ce qui se passe, car bien sûr, le FMI est contrôlé par les États-Unis. Il ne va pas déclarer que c'est catastrophique. Mais si cela continue, ce sera horrible. Et la situation économique, comme toi et moi le savons, était déjà très mauvaise avant la guerre. Et les choses sont, vous savez, l'économie mondiale, l'économie américaine, les économies occidentales sont dans une situation extrêmement grave. Cette catastrophe économique aura des répercussions à plusieurs niveaux, non seulement parce que la pénurie d'engrais va augmenter de façon spectaculaire. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg pour l'instant. Nous ne voyons pas ce qui se passe réellement. Tout se déroule sous la surface, pour la plupart. Donc, les engrais, les produits pétrochimiques, le pétrole, les carburants raffinés, le GNL, tout cela d'un côté. Mais il y a aussi d'autres implications. Ces dictatures familiales arabes, toute la richesse supplémentaire qu'elles tiraient du pétrole et du gaz, elles l'investissaient dans des actions et des obligations américaines. C'est terminé. Et en raison des énormes dégâts causés à leurs économies, parce qu'ils ont été complices de la guerre et que l'Iran a dû riposter, ils vont devoir utiliser cet argent déjà investi dans les actions et obligations américaines ou ailleurs, les actifs qu'ils ont achetés, afin de réparer. Et cela ne redeviendra jamais normal, car la région ne redeviendra pas normale. L'Iran continuera à contrôler le détroit d'Ormuz à l'avenir. Ainsi, les vaches que l'Occident traite, les vaches du Qatar, des Émirats, du Koweït, d'Arabie Saoudite, de Bahreïn, voient leur lait se tarir. Les dommages infligés aux économies occidentales, à l'économie américaine, à l'économie mondiale sont multiples, et le monde sait qui blâmer. Encore une fois, pour revenir à Joe Kent, c'est le lobby sioniste et le régime israélien. Ce sont donc Netanyahou et Trump, en tant que leurs représentants, que les gens blâmeront à travers le monde. La pression mondiale contre les États-Unis va s'intensifier, car d'autres pays en souffriront, et la pression à l'intérieur des États-Unis augmentera également. Les gens se retourneront de plus en plus contre ce régime génocidaire qui, à l'heure où nous parlons, commet un génocide. Et encore une fois, je reviens à ce livre, Going Tehran. Si les États-Unis avaient choisi une autre voie et désobéi à leur maître sioniste, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Les fonds spéculatifs, les compagnies d'assurance et les banques d'investissement ont été tenus pour responsables lors de la crise de 2008. L'équivalent de ces criminels serait le lobby sioniste. Nous en resterons là. Professeur Mohammad Marandi, merci beaucoup pour votre temps et passez une excellente fin de journée. Vous aussi. J'espère que vous passerez une très bonne journée et j'espère que vos téléspectateurs passeront eux aussi une bonne journée. Et je conseille à tout le monde d'aller lire Going to Tehran. C'est une révélation sur la réalité des relations entre les États-Unis et l'Iran. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Mudyar Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Au cours des 2 dernières années, nous avons essayé de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Veuillez envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et si vous ne le pouvez pas, ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours aimer et partager nos vidéos avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer
sur le bouton d'abonnement. Don't forget to hit the subscribe button.